Bonsoir à tous, merci d'être venus. Bon, j'avais préparé une reprise de Bob Dylan pour vous réveiller un peu et vous attirer, mais finalement vous avez l'air assez éveillé et assez captivé. Donc je vais vous parler un peu de biodiversité, et puis je vais essayer de vous convaincre, mais potentiellement vous êtes déjà convaincu que vous avez besoin de cette biodiversité. Donc déjà il faut peut-être définir un peu la biodiversité. Vous devez savoir que la biodiversité, c'est des espèces, c'est des nombres d'espèces. Alors des éléphants aux bactéries, alors il y a des espèces sympathiques, il y a aussi des bactéries pathogènes, il y a des espèces moins sympathiques. Pour définir la biodiversité, il faut aussi rentrer dans un certain nombre de détails plus techniques. Typiquement, il faut aussi regarder la diversité génétique à l'intérieur des espèces, c'est aussi une diversité importante. Et puis il faut aussi regarder la diversité des écosystèmes. En bas, vous avez différents écosystèmes et c'est important de regarder cette diversité et aussi de regarder comment fonctionnent ces écosystèmes, comment ils marchent. Ça, c'est mon travail. Et du coup, avant d'aller un peu plus loin dans mon discours sur la biodiversité, je vais vous parler 2 secondes de mon travail. Et en fait, mon travail, c'est d'être chercheur en écologie. Et le point important, alors peut-être vous le savez déjà, mais souvent quand je discute avec des gens dans la rue, personne ne sait que l'écologie c'est une science. Et en fait, l'écologie c'est une science et on peut être chercheur en écologie. Alors je vais essayer de définir cette science. En fait, c'est la science qui étudie les interactions entre les organismes vivants et puis aussi entre les organismes vivants et leur milieu physico-chimique. Alors je vais essayer d'expliquer un peu ça. Typiquement, par exemple, ce ver de terre, il peut interagir avec les plantes qu'il y a au-dessus, donc c'est une interaction entre 2 types d'organismes vivants. Et puis ce ver de terre, en vivant dans le sol, il va aussi modifier le sol. Et en modifiant le sol, en fait, il va modifier la physico-chimie de son environnement. Il va modifier la structure du sol, il va modifier la chimie du sol. Et du coup, en écologie, on étudie tout ça. Je parle de l'atmosphère parce que aussi tous les organismes échangent de la matière, échangent de l'énergie avec l'atmosphère. Et donc, c'est aussi c'est une interaction entre les organismes vivants et la physico-chimie de leur environnement. Alors l'écologie, elle étudie toutes ces interactions, et puis en fait elle essaye de comprendre, d'analyser et de faire des prédictions sur tout ce qui va se passer de la motte de terre, de l'agrégat de sol, aux écosystèmes et à la biosphère. Alors on se pose tout un tas de questions qui sont plus ou moins compliquées. Par exemple, vous verrez plusieurs fois cette photo. C'est une photo de la savane de Lamto en Côte d'Ivoire, dans laquelle je travaille depuis 20 ans. Et on peut se poser tout un tas de questions sur cette savane. On peut se demander combien d'espèces végétales il y a et pourquoi. On peut se demander, c'est une savane, ça veut dire qu'il y a à la fois des arbres et des herbes. On peut se demander pourquoi dans cet écosystème il y a à la fois des arbres et des herbes. C'est pas quelque chose de si évident que ça. On peut se demander pourquoi cette savane produit autant de biomasse. C'est-à-dire que les graminées et les arbres de cette savane font beaucoup de photosynthèse et produisent énormément de biomasse, et on peut se demander pourquoi. Donc tout ça, c'est des questions auxquelles essaye de répondre l'écologie. Alors, pour le moment, j'ai présenté l'écologie comme une science pure, entre guillemets, c'est-à-dire une science sans être humain. Mais évidemment, vous savez que les êtres humains, ils interagissent avec les organismes vivants, ils interagissent aussi avec leur milieu physico-chimique. Donc, à un moment donné, l'écologie, elle va étudier toutes ces interactions en incluant les êtres humains. Et du coup, en 5 minutes, je vais essayer de vous dire ce que l'écologie, en tant que science, dit sur toutes ces interactions. Les écosystèmes, la nature, la biodiversité influencent les sociétés humaines. Et en fait, on dit que les écosystèmes rendent un certain nombre de services aux êtres humains. On parle de services écosystémiques. Alors il y a des services qui sont assez évidents. Par exemple, c'est la production de nourriture. Au final, tout ce que vous mangez, à un moment donné, ça a dépendu d'un sol, de plantes qui poussent sur ce sol, ça dépend d'écosystèmes. Et puis c'est la même chose pour le bois, on a besoin de bois pour construire des meubles, pour construire des maisons, on a besoin de coton pour se vêtir. Tout ça, ce sont des services écosystémiques, c'est des choses que nous donnent les écosystèmes. On peut penser aussi à la régulation du climat. Toute cette savane, tous les écosystèmes échangent du carbone, de l'eau avec l'atmosphère, et typiquement actuellement, les écosystèmes de la planète absorbent 50% des émissions de CO2 dues aux activités humaines. Donc les écosystèmes, ça ne suffit pas à freiner ça freine le réchauffement climatique, malheureusement ça ne l'inverse pas, mais ça serait bien pire s'il n'y avait pas des écosystèmes qui fonctionnels, qui absorbaient la moitié de nos émissions de carbone. Je parle aussi de services récréatifs, c'est l'idée qu'à un moment donné, les êtres humains, ils ont aussi besoin de la nature pour se balader, pour faire du sport, et de plus en plus, il y a des études qui montrent que le bien-être psychique des êtres humains dépend en partie de leur contact avec la nature. Donc voilà, les sociétés humaines dépendent pas mal des écosystèmes. Ensuite, on peut voir l'interaction inverse, le fait que les sociétés humaines impactent la biodiversité. Vous avez entendu parler d'extinction, de diminution d'abondance, de détérioration des écosystèmes. Donc typiquement, maintenant, on estime qu'il y a 25% des espèces qui, à la surface du globe, sont menacées d'extinction à des échelles temporelles assez rapides. Alors
Effectivement, c'est assez grave parce qu'une espèce qui disparaît, c'est une espèce qui ne va jamais revenir. Alors on peut penser à des espèces assez emblématiques comme alors, typiquement ce rhinocéros. Bon, c'est un rhinocéros africain. Bon, pour le moment, l'espèce n'est pas en danger grave, mais elle est quand même très menacée. Cette année, il y a une espèce de rhinocéros en Asie qui a disparu. Et puis il y a tout un tas d'espèces qui sont moins connues, moins emblématiques, qui disparaissent tous les ans. Ensuite, c'est important aussi de parler de diminution des abondances. On estime qu'en moyenne, les espèces ont diminué en abondance de 20%. Donc ça paraît rien, c'est des espèces qui n'ont pas disparu, mais en moyenne, leur abondance a diminué de 20%, et ça veut dire que quand il y a 20% de moins d'oiseaux dans un système agricole, quand il y a 20% de moins alors les insectes en Europe c'est moins 80%, quand il y a moins 80% d'insectes dans un système, dans un écosystème, on peut imaginer que cet écosystème il ne va pas pouvoir fonctionner de la même façon. Et donc ces pertes d'abondance, ces diminutions d'abondance sont presque aussi graves, ou alors peut-être plus graves, enfin, c'est pas sur le même plan que les extinctions d'espèces. Moi, je travaille beaucoup sur les vers de terre. En milieu agricole, généralement, les abondances de vers de terre s'effondrent. Ça pose un problème pour le fonctionnement de ces sols et de ces champs. Ensuite, il faut parler de détérioration des écosystèmes. En fait, il y a 75% des habitats, des écosystèmes naturels qui ont été complètement transformés par l'homme. C'est une photo classique de déforestation en Amazonie. Mais donc, effectivement, ça indique bien la mainmise des êtres humains sur l'ensemble des écosystèmes naturels. Alors, on ne peut pas détailler tout aujourd'hui, mais on peut quand même regarder 5 secondes quelles sont les causes de ces impacts sur la biodiversité. Une des causes les plus importantes, c'est ce que j'appelle la transformation des écosystèmes, le fait qu'on transforme une forêt en champ de soja, par exemple. Ensuite, on a l'exploitation directe des espèces. Alors ça, c'est surtout vrai pour la pêche. Vous savez tous qu'il y a une bonne partie des populations de poissons qui sont pêchés, qui sont surexploités et qui sont en train de disparaître. Un autre facteur qui attaque la biodiversité, ce sont les changements climatiques. C'est le réchauffement climatique, et puis à un moment donné, il y a des espèces qui n'arrivent plus à s'adapter au changement climatique, et donc on prévoit qu'elles vont disparaître. Et puis il y a tout un tas de facteurs de pollution. Vous avez entendu parler des pesticides, mais il y a aussi les métaux lourds, etc., qui vont attaquer, entre guillemets, la biodiversité. Alors de nouveau, sans rentrer dans les détails, on peut essayer de s'intéresser aux causes indirectes de ces impacts. Les causes indirectes, c'est les modes de production, comment on produit notre nourriture, comment on produit tous nos biens. Il y a les modes de consommation, qu'est-ce qu'on consomme, qu'est-ce qu'on mange, etc. Et puis il y a aussi la démographie humaine. C'est clair que la situation n'est pas la même si on a 5 milliards d'êtres humains ou si on a 9 milliards d'êtres humains. On peut peut-être donner l'exemple de l'agriculture comme mode de production. Typiquement, je pense que vous savez déjà, l'agriculture moderne intensive, telle qu'elle est pratiquée en France et dans pas mal d'autres pays, c'est une agriculture qui n'est pas durable. Elle n'est pas durable d'une part parce qu'elle utilise un certain nombre de ressources d'une manière complètement minière. Cette agriculture, elle utilise la fertilité des sols d'une manière minière, c'est-à-dire qu'on utilise ces sols d'une manière intensive et puis en fait on a perdu de la fertilité. À l'échelle mondiale et particulièrement en France et en Europe, les sols ont perdu de la matière organique, ils ont perdu des nutriments minéraux et ça pose vraiment des problèmes importants. L'autre raison pour laquelle l'agriculture n'est pas durable, c'est qu'elle attaque la biodiversité par différents moyens. Un des moyens, entre guillemets, c'est le fait qu'on remplace des écosystèmes naturels par un écosystème agricole qui est important parce qu'il nous nourrit, et moi aussi je mange, mais c'est quand même un écosystème qui a été simplifié, dans lequel on a perdu une bonne partie de la biodiversité. Et puis, de nouveau, les pesticides, etc. Et surtout l'abus de pesticides, à l'échelle mondiale, c'est vraiment un problème pour la biodiversité. Ce que dit l'écologie en tant que science, c'est qu'à partir du moment où on détruit la nature, à partir du moment où on détruit la biodiversité, en fait on est en train de scier la branche sur laquelle on est assis, c'est-à-dire que ça va finir par atteindre les sociétés humaines et ça atteint déjà les sociétés humaines. Donc il y a pas mal de gens qui parlent d'effondrement, qui annoncent des effondrements prochains. Moi je ne sais pas exactement comment ça va se passer, mais ce qui est sûr, c'est qu'en tant qu'écologue, on a tous peur qu'à un moment donné, on ait tellement atteint la biodiversité, qu'à un moment donné, on ait une espèce de saut dans le vide où les écosystèmes vont commencer à vraiment... Alors ils ont déjà commencé à mal fonctionner, etc. Mais on a vraiment tous peur qu'à un moment donné, alors ça ne va pas s'arrêter complètement, mais à un moment donné, on va passer dans un système où ça va être difficile de produire de la nourriture, etc. etc. Dans ce cadre-là, on peut peut-être mettre en avant, dénoncer deux types d'ennemis. Alors je vais présenter le premier type d'ennemi ici, c'est ce que j'appelle les climato et les biodiversités sceptiques. On sait tous qu'il y a un certain nombre de mouvements qui nient les problèmes de climat et de biodiversité. On nie soit l'existence du problème, soit on nie le fait que c'est les êtres humains qui sont la cause du problème. Et donc ça c'est quand même un frein énorme à l'action, c'est un frein énorme à changer nos pratiques.
Et donc typiquement on peut penser à un grand président d'Amérique du Nord ou un grand président d'Amérique du Sud, mais ce sont des freins réels à l'action et à réagir vis-à-vis des pertes de biodiversité, à réagir vis-à-vis du réchauffement climatique. Alors il y a un autre type d'ennemi que je voudrais mettre en avant ici, c'est que j'ai mis en évidence le fait que nous, en tant que société humaine, on dépendait de la biodiversité et des écosystèmes. Mais un autre problème, c'est qu'on pourrait se dire, ok, je dépends de la biodiversité, mais dans un futur proche, je pourrais remplacer la biodiversité par quelque chose d'autre. Je pourrais remplacer la biodiversité, par exemple, par des technologies. Alors ça, c'est un exemple que vous connaissez peut-être. On sait tous que les pollinisateurs, qu'on a besoin d'une grande diversité d'insectes pollinisateurs pour polliniser les plantes dans la nature, mais aussi polliniser les légumes, les fruits qui servent à notre alimentation. Et sans ces pollinisateurs, on n'a plus de fruits, on n'a plus de légumes. Et du coup, comme ces pollinisateurs, en gros, il y a des diminutions d'abondance de ces pollinisateurs. Typiquement, au moins en France et en Europe, il y a aussi tout ce qui est abeilles domestiques qui diminuent énormément, qui sont attaquées par tout un tas de phénomènes. Il y a des gens qui se disent, c'est pas grave, on va se passer des pollinisateurs naturels, on va faire des drones. À droite, on va faire des drones qui vont polliniser à la place des pollinisateurs. Comme ça paraît séduisant, en plus il y a plusieurs brevets qui ont été passés, mais en fait réfléchissez 5 secondes. En fait ça tient pas à la route 2 secondes, c'est-à-dire vous imaginez qu'on puisse remplacer les milliards de pollinisateurs par des drones. Vous imaginez la quantité d'énergie qu'il faudrait pour faire fonctionner ces drones, vous imaginez la quantité de matériel électronique pour les faire tourner, de terres rares pour les faire tourner. C'est juste complètement inimaginable en fait. Et alors ça c'est juste l'exemple des drones, mais je pense que dans la plupart des cas où on essaye de substituer la nature par des technologies, en fait ça ne marche pas sur le long terme. Alors dans les détails il faut creuser plus, on a aussi besoin de technologies, et puis j'utilise des technologies comme vous, mais il faut couper court à ce fantasme qu'on va remplacer la nature par des technologies. Et ça, c'est vraiment l'autre ennemi, entre guillemets, c'est l'autre frein à la transformation des sociétés. C'est tous les gens qui savent qu'il y a un problème avec la biodiversité, avec le changement climatique, mais qui pensent que les technologies vont trouver toutes les solutions. Et ça, c'est pas vrai. Alors, les technologies offrent des solutions, on en a besoin, mais c'est pas les technologies qui vont offrir toutes les solutions et remplacer la biodiversité. Pour conclure, le message de ma présentation, c'est que l'écologie est une science et que ce que dit l'écologie, c'est qu'elle donne pleinement raison au mouvement environnementaliste. Ça, c'est une photo de l'occupation du pont Sully qui a été un peu violente à Paris. En fait, d'un côté, l'écologie en tant que science n'a rien à voir avec ce mouvement environnementaliste. Par contre, l'écologie en tant que science leur donne complètement raison. Pas forcément sur le mode d'action, je ne vais pas discuter sur les meilleurs modes d'action tout de suite, mais en tout cas, le fond de tous les mouvements environnementalistes est de dire exactement ce que la science écologique dit. Alors quand je dis ça, je ne veux pas utiliser le fait que je suis un chercheur et un scientifique comme un argument d'autorité. C'est pas parce que je suis un chercheur et un scientifique que j'ai raison. Peut-être, potentiellement, je peux me tromper. Par contre, ce que je peux vous promettre, c'est que collectivement, tous les chercheurs de ma discipline, à l'échelle de la planète, on met en œuvre les meilleures méthodes possibles pour étudier la biodiversité, les interactions entre la biodiversité et le fonctionnement des écosystèmes, les interactions entre la biodiversité et les sociétés humaines. On met en œuvre les méthodes les plus compliquées, les plus sophistiquées. C'est un travail énorme et la conclusion de toutes ces études, c'est ce que je vous ai dit pendant toute cette présentation, c'est que les êtres humains ont besoin de la biodiversité et qu'on est en train de détruire la biodiversité et qu'on est en train de scier la branche sur laquelle on est assis. Voilà, merci.